Voilà, bonjour à tous, bonjour à vous dans la salle et bonjour à vous qui nous regardez à travers le webinaire. Alors aujourd'hui c'est une grande première et on vous prie de nous excuser déjà pour les petits désagréments techniques. Nous avons dû mettre en place un petit plan B. J'espère que la qualité ne s'en ressentira pas trop. Donc c'est une première, comme je disais. Nous sommes excessivement contents de retrouver nos clients, prospects, amis en présentiel, mais nous sommes également contents de maintenir la flexibilité que nous avons démontrée pendant cette période un peu compliquée de Covid, où on a pu malgré tout continuer à vous informer à travers ces webinaires. Aujourd'hui est une première où on mélange les deux, on est dans une réalité hybride. Vous nous suivez à travers votre caméra, enfin à travers les caméras et le webinaire sur PC. Et nous avons une bonne cinquantaine de personnes dans la salle et nous en sommes ravis. Voilà, alors petite excuse également pour le timing. Vous savez que normalement, nous avons ces déjeuners financiers tous les troisièmes vendredis du mois. Nous avons dû repousser au quatrième, mais c'est une exception. Nous reviendrons au troisième vendredi dès le mois prochain. Voilà pour la petite introduction. Alors, notre orateur du jour, bah, vous le connaissez, c'est lui qui avait fait la clôture d'avant l'été, Rodolphe Demilly, un de nos gestionnaires conseils. Et on est très content de l'avoir également pour faire le suivi post-été. Alors, Rodolphe, avant l'été, on avait déjà noté sur les marchés toute une série d'éléments avec quelques inquiétudes et malgré tout, des marchés financiers toujours optimistes. Force est de constater que malgré quelques petites corrections, bah, les nouvelles économiques sont off, moyennes, voire mauvaises, et malgré tout, on a toujours des marchés en pleine forme. Tout le monde regarde les taux d'intérêt. Voilà, donc on attend que tu nous éclaircisses un petit peu tout ça et de voir pourquoi on a toujours une telle dichotomie entre la réalité économique et la santé des marchés financiers. Voilà. Donc, effectivement, la rentrée est particulièrement chargée. Je dois dire qu'il a fallu presque faire une sélection pour que je tienne le timing prévu aujourd'hui. Euh, la première chose que je veux vous dire, c'est bien entendu, on est à un stade pour le moment du développement de l'économie après la pandémie qui est extrêmement complexe. La science économique aujourd'hui nous amène à essayer d'anticiper l'interaction entre tellement de variables qu'il faut se montrer relativement humble vis-à-vis de nos capacités de prévision des prochains trimestres, on va dire, et des prochains semestres. Alors néanmoins, vous allez voir qu'on va passer toute une série de slides en revue qui vous permettront d'avoir, je pense, une bonne compréhension, un bon cockpit d'analyse pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans les marchés financiers. Alors, la première chose qu'il faut noter, c'est que le rythme de la reprise économique après Covid a ralenti cet été. Donc, sur le graphique de gauche, vous pouvez voir la confiance du secteur manufacturier. Et quand on se trouve sous 50, eh bien, on est en contraction. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans les pays émergents. On peut certainement citer les problèmes d'approvisionnement en matière de semi-conducteurs et de différents composants électroniques. Sur le graphique de droite, par contre, ce sont les services qui ralentissent. Et là, clairement, les services qui ralentissent, c'est très certainement la résultante du nouveau variant Delta qui a quand même introduit des contraintes sur les comportements des agents économiques. Alors, il y a encore un autre facteur qui est finalement en trame de fond et qui est beaucoup plus important, c'est l'ensemble des réformes chinoises. Donc, les Chinois ont souvent agi de façon contre-cyclique dans l'économie des 20 dernières années. Donc, on l'a vu à plusieurs reprises, et notamment en 2009, c'était probablement eux qui étaient les responsables d'une grosse partie de la relance économique après la crise financière. Et ici, par contre, ils ont choisi cette année 2021 de reprise pour annoncer toute une série de mesures finalement qui visent à remettre de l'ordre dans l'économie chinoise. Donc ça consiste à redistribuer la richesse, ça consiste également à intervenir dans toute une série de business models des entreprises et ça a consisté également à restreindre le crédit. Donc le crédit a été drastiquement restreint dans l'économie chinoise via plusieurs mesures. Il y a une réforme également de la distribution de produits financiers, donc c'est une forme de MiFID exposant 20 qui a eu lieu en Chine, où véritablement on a canalisé l'épargne des Chinois vers des produits qui étaient beaucoup plus cadrés. Et donc on voit la résultante ici sur ces graphiques, c'est un ralentissement en Chine qui est extrêmement marqué depuis maintenant 6 mois.
On peut donc parler d'une forme d'effet plateau maintenant dans l'économie mondiale après la reprise en V. Alors, il faut bien se rendre compte qu'on a assisté à des décroissances du PNB de 30% par trimestre pendant le Covid, c'est du jamais vu. Et on a assisté aussi à des reprises du PNB de plus 30% après le Covid, après le déconfinement. Et donc aujourd'hui, après des moins 30, plus 30, l'économie se cherche et avec les contraintes que je viens de vous citer, plus le ralentissement chinois, on voit qu'en corrélant les différentes données économiques et notamment les nouvelles commandes, eh bien, on peut avoir une idée du tachymètre de l'économie mondiale. Et ce tachymètre, il indiquerait aujourd'hui qu'on est plus ou moins à 3% de croissance. Donc, on a ralenti par rapport aux 5,5 qui étaient enregistrés il y a de cela à peu près 6 mois. Alors, ceci, c'est véritablement notre cockpit d'analyse de l'économie mondiale. C'est un tableau qui reprend tous les chiffres qui indiquent une confiance des entrepreneurs dans les services et dans le secteur manufacturier. Et chaque fois que c'est au-dessus de 50 dans une économie, eh bien, c'est qu'il y a une expansion des directeurs d'achat. Quand on est en dessous de 50, il y a une contraction. Ce qui est intéressant de voir, c'est directement tout à droite, en août 2021, les tout derniers chiffres disponibles, eh bien, ils montrent une grande hétérogénéité en fait. On a des zones qui s'en sortent très très bien, donc l'Europe est encore pour le moment en belle croissance, les États-Unis également, mais on voit aussi des chiffres rouges. Et ces chiffres rouges, eh bien, ils sont plutôt liés à la Chine, ils sont plutôt liés aux pays émergents, au Brésil, à la Russie. Donc, cette hétérogénéité n'est pas nécessairement mauvaise pour les marchés financiers. Il faut vraiment bien avoir à l'esprit que tout ne doit pas aller bien dans l'économie mondiale pour que les bourses montent. En fait, c'est même l'inverse. C'est mieux pour les bourses qu'il y ait des zones qui vont bien et des zones qui aillent mal. Alors, on a une forme d'ensemble qui ne génère finalement pas trop d'inflation, où les banques centrales ne doivent pas monter les taux et où la croissance économique, finalement, peut continuer globalement pour les multinationales. Donc, c'est un environnement qui est à la bonne température pour les marchés financiers. Le facteur pandémique reste le facteur absolument primordial pour déterminer quelle est la croissance économique instantanée dans les différentes économies. Et ici en particulier, on voit qu'on a un indice qui reflète les mesures de restriction de comportement. Donc on a compilé, si vous voulez, toute une série de mesures, style vous devez rester chez vous, vous ne pouvez pas aller au restaurant, vous devez montrer des passes sanitaires, etc. Et on les a agrégés dans des indices. Et on voit que globalement, eh bien, la plupart de ces mesures ont tendance à descendre. Donc, on a aujourd'hui un petit peu libéré les comportements des agents économiques, mais il reste des disparités importantes. Et alors, on a eu un sursaut en Chine dernièrement, puisqu'ils ont eu différents cas de Covid qu'il a fallu contenir. Et également dans les pays, des pays émergents, là, on a assisté aussi à des contraintes qui sont finalement restées plus élevées que chez nous. On peut ici visualiser l'ensemble des vagues Covid qui ont eu lieu. Donc, je dois dire que je ne sais même plus à laquelle on se trouve chez nous, mais il faut quand même se rappeler à quel point l'appareil productif de certains pays et également la demande ont été chamboulés. Donc, on a vraiment eu de multiples phases, on va dire, de confinement, de déconfinement, qui amènent en fait à certains moments la demande à se relâcher violemment sur certains produits. À d'autres moments, l'offre à être contrainte parce qu'il y a des difficultés de production ou d'approvisionnement de certaines matières premières. Et donc, finalement, quand on voit ces multiples vagues Covid qui ont concerné ici 4 grands pays, eh bien, c'est autant finalement de perturbations. On peut quelque part comparer cet environnement très particulier à un environnement d'une guerre mondiale où on a à certains moments eh bien, un front comme Pearl Harbor voilà, qui détruit une partie de l'appareil productif américain. À un autre moment, ce sera un front en Allemagne. À un autre moment, ce sera en Amérique latine. Donc on a ici toute une série de perturbations qui s'assimilent finalement à l'impact d'une guerre mondiale qui aurait connu des fronts, mais à différents moments. Alors on comprend évidemment beaucoup mieux ce qui se passe au niveau ici des retards d'exécution dans le secteur manufacturier, donc c'est le backlog of work et les delivery times, donc c'est-à-dire le temps de livraison et alors la quantité du carnet de commandes qui n'est pas aujourd'hui satisfaite. Eh bien, on voit qu'on est à un niveau jamais vu. Donc, il y a aujourd'hui vraiment un goulot d'étranglement très, très fort dans la production de certains biens.
On le voit également sur le graphique de droite, puisque là, on a en fait le prix du fret maritime et le commerce maritime, le transport a été terriblement perturbé également. Donc voilà, puisqu'on a eu une forme de guerre mondiale, eh bien, on a eu des équipages qui étaient à l'arrêt à un coin du globe, on a eu d'autres bateaux qui ont été réquisitionnés pour des chargements urgents, pour faire des routes qui n'étaient pas habituelles. Et donc finalement, toute cette chaîne de logistique a été perturbée et résulte du coup ici dans des temps de livraison élevés et alors surtout des prix de livraison qui sont beaucoup plus élevés que d'habitude. Réapparition d'une vieille connaissance, l'inflation. Voilà, ça c'est la question, on va dire, qui a taraudé les investisseurs une bonne partie de cette année. Donc, comme je le disais avant l'été, il y a des vieux copains de classe qu'on est content de revoir au coin de la rue. Il y en a d'autres, on fait un peu la grimace. Celui-ci, c'est plutôt le second cas. Euh, clairement, l'inflation a été une surprise. Il ne faut pas se leurrer. Certains avaient dit que l'inflation était un danger, entre guillemets, une fois qu'on va réouvrir l'économie. Mais quand on constate ce qui était attendu en début d'année pour les grandes économies et puis ce qui est aujourd'hui finalement le consensus, on se rend compte que dans la plupart des pays, les attentes d'inflation ont doublé. Donc aujourd'hui, on anticipe une inflation de plus de 4% aux États-Unis. Au début de cette année, on était à 2%. Dans la zone euro, on anticipe une inflation qui va être nettement supérieure à 2%. Et en début d'année, finalement, on sortait de la crise, on anticipait un bon pourcent. Donc, clairement, l'inflation a quand même été un facteur qu'on a vraiment commencé à prendre en compte plus sérieusement cette année. Et il y a un côté malgré tout rassurant pour le court terme, en tout cas pour les prochains mois, c'est que tous les effets de base qui ont amené l'inflation à bondir, et notamment les matières premières, eh bien, quand on compare les graphiques d'inflation et de matières premières, on voit qu'il y a une corrélation qui est très très forte sur le graphique de gauche. Logiquement, puisque maintenant le pétrole a atteint son sommet il y a déjà quelques mois, le minerai de fer redescend, toute une série de matières premières ont atteint leur top, pas toutes, eh bien, on devrait normalement s'acheminer, en tout cas, vers un plafonnement de l'inflation dans les prochains mois, voire une décélération. Alors, néanmoins, il y a un risque que ça reste un peu plus élevé que ce qu'on espérait. Et on regarde alors des mesures qui sont beaucoup plus apurées, des mesures que vous voyez sur la droite, qui sont le core inflation ou le trimmed inflation. Donc, on retire toute une série de composantes volatiles du chiffre global d'inflation. Donc, par exemple, les prix de l'énergie qu'on retire du calcul. Et alors là, il reste finalement plus que le panier, on va dire, de biens les plus basiques. Et ceux-là, comme vous le voyez sur le graphique de droite, ils ont tendance à monter un petit peu moins vite. Hein. Donc voilà, ça c'est l'inflation globale et ça c'est ici le niveau de l'inflation core. Donc l'espoir c'est que dans les prochains mois, l'inflation globale devrait redescendre, mais on a des signaux quand même sur le core inflation également, donc l'inflation plus restreinte qui a une tendance qui devient haussière. Alors nous avons quelque part un peu fait notre coming out en matière d'inflation cette année. On s'est prononcé régulièrement en disant on pense quand même que l'inflation va remonter clairement dans les années à venir. On n'est pas au stade véritablement où on est en alerte rouge, mais c'est clairement un facteur qui, chez nous, est particulièrement surveillé, particulièrement pris en compte. Et alors, il y a différents facteurs structurels qui expliqueraient le retour de l'inflation. Il y a eu ces perturbations dans la chaîne d'offres, mais il y a également le vieillissement de la population. Il y a aussi une forme de refermeture de certaines frontières. Par exemple, le Brexit, hein, on en parle beaucoup moins, mais le Brexit, c'est une forme de recloisonnement des marchés qui amène au Royaume-Uni à avoir des prix fortement en hausse. Le scénario central économique, il reste malgré tout favorable. Et donc, il faut vraiment bien comprendre, comme je le disais tout à l'heure avec le cockpit de l'économie mondiale, c'est que l'économie mondiale ne doit pas être à haute température, ou au contraire, elle ne doit pas être en état glaciaire de récession pour que les marchés soient contents. L'économie mondiale doit toujours avoir quelques petits problèmes par-ci, par-là. Mais toujours être dans un rythme de croissance qui est régulier, sans trop générer d'inflation. Et donc, finalement, quand on regarde aujourd'hui les chiffres de 2021, on se rend compte qu'on a cette situation. On a un PNB aux États-Unis qui est à 5,7, qui devrait un peu redescendre. On a dans la zone euro un PNB à 5 qui devrait redescendre à 4,5 en 2022. Et alors, dans le même temps, on a des chiffres d'inflation qui sont finalement vraiment inquiétants,
qu'aux États-Unis. Donc, au point où nous en sommes, on est encore dans un scénario qu'on peut qualifier de Goldilocks, hein, le scénario boucle d'or, qui est le scénario où l'environnement boursier n'est ni trop chaud ni trop froid. Il est juste à bonne température. Crucial évidemment à surveiller pour gérer cette inflation, pour gérer cette croissance économique. Il va quand même falloir à un moment donné essayer de relever un petit peu les taux. Il va falloir essayer à un moment donné de restreindre l'apport que les banques centrales donnent aux marchés financiers. Et donc vous voyez ici à gauche la projection du taux directeur de la Fed qui est prévu pour monter lentement et puis pour s'accélérer aux alentours de 2023. Et alors, à droite, vous avez le bilan de la Banque centrale européenne, qui est un bilan qui devrait encore monter, mais qui devrait quand même trouver une forme de plafonnement à un moment donné ou un autre, hein, sous les formes de différents programmes d'aide qui ont été adoptés. Et donc, globalement, ça, c'est véritablement un élément qui est difficile à appréhender, mais qui est absolument crucial. C'est comment est-ce que les banques centrales vont arriver à gérer une forme d'environnement, on a appelé ça la répression financière. Donc, la répression financière, c'est le terme qu'avaient employé les économistes Rogoff et Reinhardt pour décrire un environnement où en fait on laisse partir un peu l'inflation, on accompagne assez lentement avec la hausse des taux, mais surtout on essaye de générer des taux d'intérêt réels négatifs qui permettent aux emprunteurs de voir la charge de la dette s'alléger. Donc imaginons en Belgique qu'on aurait 5% d'inflation demain et des taux qui restent très bas, eh bien quelque part notre pouvoir d'achat va faire que le ratio endettement belge par rapport au PNB, eh bien, ce ratio il va s'améliorer de façon tendancielle pendant les années qui viennent. Donc, c'est vraiment cet environnement qu'on essaie aujourd'hui de générer au niveau mondial par les différentes banques centrales. Voilà. Et c'est véritablement la clé pour les prochaines années. Quid des marchés financiers? Eh bien, on peut d'abord dire, ici vous avez les graphiques des grandes bourses mondiales, on peut vraiment dire que ces 2 années qui ont été absolument spectaculaires. Donc, le graphique vert, il reprend la bourse américaine. Donc, sur les 30 dernières années, la moyenne était de 8,6%. Et ici, en l'occurrence, on a eu pardon, 2 années à 22% de gains annualisés. Donc, on a véritablement eu la combinaison d'énormément de facteurs positifs. Et je dirais les deux plus importants, c'est la confiance en l'avenir et par exemple aussi de la transition énergétique. Hein. Donc, les analystes financiers appliquent des taux de croissance sur le futur qui sont finalement redevenus plus élevés qu'auparavant. Ils ont vraiment une plus grande confiance dans l'avenir. Et alors, en même temps, le coût du capital a eu tendance à s'effondrer. Donc, comme je vous montrais, les taux d'intérêt sont à des niveaux qui sont ridicules. Donc, confiance en l'avenir, taux d'intérêt qui baisse, vous avez la recette pour avoir des bourses qui performent très, très bien. Ça nous amène évidemment dans une situation où le ratio cours-bénéfice il est plus élevé dans une perspective historique. Mais je pointerai surtout du doigt les États-Unis à droite en haut, qui est le marché effectivement qui a un price earnings de plus de 20. Les autres marchés sont quand même à des niveaux qui sont plus modérés. Il faut par contre se rappeler que les bénéfices sont revus à la hausse constamment. Donc même quand un price earnings est élevé, à partir du moment où les bénéfices continuent à surprendre à la hausse, eh bien, on a une recette boursière qui reste favorable. Un autre élément très important pour juger de l'attractivité des bourses, c'est la compétition. Donc finalement, est-ce qu'il y a une compétition pour les bourses? Et on peut dire que pour le moment, il n'y en a quasiment pas. Donc les taux d'intérêt, l'effet TINA, c'est l'effet There is no alternative, il n'y a pas d'alternative. Donc ici, vous avez les taux d'intérêt à 10 ans des 4 grands marchés obligataires mondiaux. Et vous pouvez voir que la compétition, elle est somme toute très symbolique. Hein. En Allemagne, on a des taux d'intérêt négatifs. Aux États-Unis, on a des taux d'intérêt qui sont retombés à 1,2. Donc, est-ce que c'est véritablement une compétition pour les bourses? Ça reste, entre guillemets, plutôt théorique. Un autre aspect qu'il faut analyser pour comprendre les mouvements des marchés financiers et pourquoi ils sont devenus plus chers récemment, eh bien, c'est la liquidité. Ici, vous avez deux séries qui en fait comparent le stock de monnaie, donc qui est le plus simple, le plus simplifié. Donc, c'est simplement les billets, c'est simplement les dépôts. Donc, est-ce qu'il y a une croissance de ce stock de monnaie? Et la cherté des bourses. Et donc, vous voyez que finalement, chaque fois qu'on a eu une augmentation des dépôts et de la monnaie en circulation, eh bien, les bourses ont eu tendance à devenir plus chères les dernières années. Donc, on a véritablement un effet finalement d'entonnoir des liquidités qui sont créées et qui finissent par alimenter les bourses. Donc, ça pose évidemment une question pour
la rétractation de cet argent. Donc, est-ce qu'à un moment donné, si on intervient moins dans le marché pourrait devenir moins cher? Donc ça, c'est une des grandes questions auxquelles la Banque centrale européenne, notamment, devra faire face dans les années qui viennent. Les thèmes de la rentrée sur les marchés, donc ça, c'est vraiment plus l'angle marché, mais que j'affectionne beaucoup en tant que gestionnaire de portefeuille. Donc, premier petit tableau pour vous montrer que les performances des bourses sont très bonnes, mais ça, vous l'avez compris, mais elles sont surtout situées sur les marchés anglo-saxons, donc les États-Unis qui est à 22,6%. Et elles sont par contre tout à fait absentes de tout ce qui est éléments diversifiants. Donc les éléments diversifiants, c'est l'or, c'est les obligations qui sont tout en bas du tableau. Et donc vous avez vraiment ce qu'on appelle un marché qui est risk on, donc il est vraiment en position risque à fond. Et il recherche finalement les actifs qui montent le plus. Et donc l'ordre, si vous voulez, suit cette suite logique avec les actions américaines en premier, les actions européennes en second. Et puis en bas, vous allez trouver l'or, qui est un actif diversifiant, et vous allez trouver les obligations en euros. Ici, vous avez le graphique des bourses cette année. Et donc, vous voyez ici en bleu la bourse américaine, vous voyez en rouge la bourse européenne. Et vous voyez aussi ici les retardataires. Donc, les retardataires, c'est les pays émergents, dont je vais parler dans un instant. Et alors, vous voyez le Japon, qui connaît ici un très beau rattrapage. Donc, globalement, le podium, il est constitué des États-Unis, puis l'Europe, maintenant le Japon, et les pays émergents se retrouvent ici largués cette année. Mais il faut aussi se rappeler que les pays émergents, ça fait maintenant 10 ans qu'ils sous-performent. Alors, pourquoi est-ce que le Japon effectue un petit sprint? Eh bien, ce petit sprint, il est dû à la probabilité, mais très élevée, d'un nouveau plan de relance. Je dois dire que sur presque 30 ans de carrière, je n'ai jamais entendu autre chose venant du Japon qu'on va faire un plan de relance et de construction publique. Et donc ici, on voit que on a eu une diminution du taux d'emprunt du gouvernement japonais les dernières années. Et donc ici, maintenant, il y a une très grande probabilité qu'avec les nouvelles élections qui ont lieu, on va de nouveau avoir un plan de relance. Donc déjà dans les années 90, c'était la façon dont les Japonais concevaient la relance de leur économie. Et donc aujourd'hui, finalement, on continue à appliquer un petit peu les mêmes recettes. Mais les boursiers, logiquement, anticipent sur ce phénomène qui va avoir des effets positifs sur l'économie. On en arrive, je pense, au sujet qui fait l'objet du plus de discussions en ce moment dans les cocktails boursiers, disons. Et donc, c'est ce géant Evergrande qui est ce conglomérat chinois qui en fait, est une forme de monstre tentaculaire, hein, parce qu'en Chine, il y a des sociétés qui font un peu de tout. Hein. C'est un marché où vous trouvez encore des conglomérats déjà. Hein. Dans les pays anglo-saxons, les conglomérats sont en général plutôt démantelés parce qu'on n'apprécie pas une entreprise qui fait 10 choses en même temps. En Chine, c'est l'inverse. Hein. Vous avez toute une série de conglomérats. Et ici, en l'occurrence, ils pèsent en termes de dette plus ou moins. Donc, il fait surtout de l'immobilier, mais il fait aussi d'autres choses, et notamment, par exemple, des véhicules électriques. Et ici, en l'occurrence, eh bien, il pèse plus ou moins 260 milliards d'euros d'endettement, ce qui, en gros, est une grosse demi-Belgique, et sa faillite est possible. Donc, ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que ceci, c'est une opération qui a été quelque part voulue par le gouvernement chinois. Donc, vous avez sur ce graphique les deux, je pense, événements qu'il faut bien comprendre pour analyser, pour avoir le cadre, si vous voulez, d'analyse de cette possible faillite d'Evergrande. Donc, la première chose, c'est de voir que vous avez ici, on va dire, la mise en place de ce qu'on a appelé les 3 lignes rouges par le gouvernement chinois. Et donc, ces 3 lignes rouges, en gros, c'était des obligations de ces grands groupes, de ces grands conglomérats tentaculaires, de commencer tout doucement à subir une cure d'amaigrissement, et notamment en matière d'endettement. Donc, il y avait vraiment des ratios qui étaient imposés à ces entreprises et qu'ils étaient censés commencer à respecter. Si à un moment donné, il y avait de ces ratios qui étaient dépassés, qui n'étaient pas respectés, eh bien à ce moment-là, l'entreprise était tout simplement exclue du marché obligataire. Donc elle ne pouvait plus recevoir de nouveaux crédits du gouvernement chinois et du système financier. Et donc c'est ce qu'on a vu à partir de ce niveau-ci. Donc ça a été véritablement quelque part une opération savamment orchestrée pour essayer de diminuer la taille de certains monstres qui prenaient une taille peut-être démesurée aux yeux du Parti communiste.
Et c'est une opération qui est en cours depuis 1 an et demi. Donc clairement, vous voyez ici la dette d'Evergrande qui était déjà passée de 600 à 400 avec ces trois composantes, donc des obligations qui sont sur les marchés internationaux, offshore, des obligations qui sont onshore, et puis alors vous avez également toute une série d'emprunts bancaires. Donc cette période d'amaigrissement, elle avait déjà commencé, et en fait, on est arrivé ici tout dernièrement au point où, comme ils étaient coupés du marché de la dette, eh bien, ils étaient forcés maintenant de prendre des mesures qui étaient plus dures. Et c'est à ce moment-là, quelque part, que ce problème est apparu aux yeux du monde. Alors, ce problème, disons-le tout de suite, en termes d'envergure, c'est quelque chose qui est tout à fait gérable. Donc, je vais reprendre certains chiffres. À peu près de 300 milliards d'euros de dette, donc c'est une grosse demi-Belgique, et la Chine, c'est 25 fois la Belgique. Donc clairement, si nous avons pu vivre en Belgique avec des faillites de plusieurs grandes institutions bancaires, et je pense que vous verrez de quoi je parle, eh bien, clairement, les Chinois sont capables de vivre avec la faillite d'Evergrande, ou en tout cas une restructuration de la dette d'Evergrande, qui représente finalement un quarantième de la taille de la Chine. Hein. Alors là, par contre, où les implications sont beaucoup plus difficiles à saisir et où la nuance est véritablement à apporter, c'est sur l'impact finalement d'Evergrande sur le reste du marché high yield asiatique et puis tout simplement sur le signal qu'un sauvetage enverrait. Donc il est très probable que le Parti communiste chinois ne voudra pas sauver tel quel Evergrande et tous les créanciers obligataires et toutes les banques, parce que la volonté initiale de Xi Jinping, c'était justement d'introduire une forme de rationalisation dans le secteur. Donc, il est très peu probable qu'on assiste à un sauvetage pur et simple de la totalité d'Evergrande. Par contre, il y a de grandes chances que on va laisser peut-être tomber certains types de créanciers. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est la hausse du rendement high yield, la hausse du rendement sur les obligations asiatiques à haut rendement, justement sur les emprunteurs les plus risqués. Et on voit qu'il y a entre guillemets, un effet de contagion qui se manifeste. Mais cet effet de contagion, jusqu'ici, quelque part, il est voulu, il est bienvenu. Et toute la question, c'est de savoir si, quelque part, on va en rester là, sachant que finalement, c'est le Parti communiste chinois qui peut décider si il enclenche, on va dire, la troisième, ou si au contraire, il essaye de stabiliser la situation déjà ici et maintenant. Alors ici, un autre thème de la rentrée, et là, je vais expliquer l'expression de Donald Rumsfeld, qui était le secrétaire de défense américain. Et il avait utilisé une très belle expression pour parler de l'environnement géopolitique. Il disait qu'il y avait des choses qui étaient des no knowns, donc des choses qui étaient vraiment connues et qu'on pouvait anticiper, des choses connues. Puis il y avait des no unknowns, donc des choses connues, des choses entre guillemets inconnues, mais qu'on peut définir à l'avance. Hein. Donc vous voyez par exemple un événement difficile à gérer comme une élection, par exemple, se profile à l'horizon, mais vous pouvez anticiper quelque part ces répercussions. Donc les marchés, si vous voulez, ne sont pas surpris par cet événement. Et puis alors, le plus embêtant pour les marchés financiers, c'est les unknown unknowns. Donc, autrement dit, il y a quelque chose qui n'est pas du tout sur votre radar, quelque chose que vous n'avez pas vu venir, une comète qui arrive du ciel. Et puis, tout d'un coup, ça vient perturber absolument tout votre raisonnement. Donc, aujourd'hui, on est assez relax face au problème du plafond de la dette. Donc, le problème du plafond de la dette américain, c'est ce niveau qui régulièrement doit être redéfini. Et une fois que les démocrates et les républicains finalement s'entendent, mais il est en général 23h59 et 59 secondes, hein, à ce moment-là, tout d'un coup, les marchés financiers sont, on va dire, sont calmés, ils sont tranquillisés, et finalement, on passe à autre chose. Alors ici, on a eu l'habitude de ces relèvements de plafond de la dette depuis des années, et donc on est vraiment tous bien relax, je dois vous dire. Bon, les démocrates et les républicains, ils finiront bien par s'entendre hein, d'ici début octobre. Donc toute la question, c'est de savoir, est-ce qu'on a raison d'être relax En principe, effectivement, voilà, ce sont des grands garçons, ce sont des gens qui gèrent une économie, je vais dire, comme des hommes responsables. Mais on sait, par exemple, que les républicains considèrent que les plans de Biden en matière de déficit sont tout à fait excessifs. Donc, il est tout à fait possible que malgré tout, on aille vers un clash et que tout d'un coup, venu un peu de nulle part, cette fois-ci, ce problème de relèvement de la dette américaine, eh bien, il pose un peu plus de problèmes. Alors, en principe, ce serait résolu
avec de nouvelles concessions et avec une nouvelle forme de décret, par exemple, qui serait prise. Donc, mais disons que ça pourrait susciter quelques commentaires dans les semaines qui viennent. Autre thème de la rentrée, c'est la correction des matières premières, et j'en parlais tout à l'heure, mais c'est lié à la Chine, c'est lié au ralentissement. Ici, vous avez le minerai de fer qui a corrigé quand même fortement. Quelque part, c'est une très bonne nouvelle pour l'inflation, hein. Donc voilà, je vous parlais tout à l'heure de la préoccupation d'inflation, mais ici, le fait que vous avez des matières premières, le minerai de fer est essentiel pour la fabrication d'acier. Eh bien, et l'acier, évidemment, rentre dans toute une série de produits de construction et dans tout ce qui est production automobile. Donc, clairement, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'inflation, mais ça vous montre qu'il y a quand même des choses qui se passent sur les choses les plus cycliques du marché, et notamment les matières premières. Alors, la question aussi qui nous taraude, mais vraiment en matière de gestion de portefeuille, et bon, ça semble un petit peu, je vais dire, abstrait, mais concrètement, vous allez comprendre ce que je veux dire. Est-ce qu'il faut acheter UCB ou Solvay? UCB, c'est une valeur plutôt de croissance. Solvay, c'est une valeur cyclique. Est-ce qu'il faut acheter Amazon, qui est une société de croissance, ou est-ce qu'il faut acheter Citigroup, qui est une financière aussi plus cyclique? Donc, en fait, vous avez eu depuis plusieurs années deux marchés boursiers. Vous avez eu des marchés de croissance qui étaient vraiment recherchés quand les taux étaient très bas et qui n'avaient justement pas de visibilité. Et puis, vous avez des marchés value, c'est des marchés plus cycliques, des actions bon marché. Et les deux marchés, en fait, se sont comportés de façon tout à fait antagoniste. Donc, en fait, les valeurs de croissance sans arrêt caracolent en tête et les valeurs value sans arrêt sont au fond du panier. Et ici, cette année, on a eu à un moment donné une forme de reprise des actions bon marché, les actions value, hein, qui sont un thème qui est cher à la banque. Mais finalement, si vous regardez ce graphique, eh bien, les actions de croissance qui étaient ici en retard, elles ont eu tendance à revenir. Et par contre, les actions value, qui étaient en forte hausse, elles ont eu tendance à redescendre vers la ligne. Donc finalement, j'ai envie de vous dire tout ça pour ça, hein, cette grande rotation dont on a beaucoup parlé entre les actions value et growth, finalement, il ne fallait pas y consacrer tant d'énergie que ça parce que les deux secteurs ont plus ou moins délivré la même performance. Ce qui est vraiment crucial à l'avenir pour savoir finalement, faut-il acheter une Solvay ou une UCB, c'est de savoir est-ce qu'on va pouvoir retrouver une vraie croissance économique, un environnement d'inflation un peu plus haut, alors à ce moment-là, il faudra acheter des actions value. Mais pour le moment, on se dirige en tout cas vers un hiver où on continue à avoir certaines contraintes en matière de comportement et où l'inflation, en principe, va commencer à descendre. Donc, dans un premier temps, on serait tenté de dire restons équilibrés et adoptons une attitude, ma foi, diversifiée entre les deux segments du marché. Donc, on va essayer d'avoir un peu du CB, un peu de Solvay pour vos portefeuilles. Voilà. Ben, écoutez, je pense que j'ai tenu le timing. Des questions peut-être, n'hésitez pas, hein, on les répétera pour les. Allez-y, monsieur. Et, 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 Juste répéter la question, peut-être, mais pas y et. répondre. Oui, donc ce que vous cherchez à savoir, c'est si il y a un risque que les choses peut-être prennent une tournure plus désagréable encore en Chine, vu qu'il y a une volonté d'agir finalement euh, à la base, hein, pour essayer d'empêcher certains dérapages que nous ne serions pas capables effectivement de gérer. Donc, j'ai effectivement, moi, beaucoup de sympathie, en tout cas pour certaines actions chinoises, dans le sens où et voilà, essayer de cadrer, on va dire, par exemple, le montant de consommation de jeux vidéo de la jeunesse, ben, voilà, c'est quelque chose effectivement qu'on peut peut-être accepter. Essayer aussi de cadrer l'utilisation des données privées, hein, dans les médias sociaux. Là aussi, je trouve que quelque part, c'est une décision qu'ils imposent de façon volontariste. Et voilà, nous devons forcément travailler dans un consensus très large ici dans nos démocraties. Et donc, on a plus de difficultés parfois à arriver à des réactions aussi, enfin, disons, à une main de fer, hein.
Alors, ceci étant dit, il y a aussi l'aspect, donc sur, on va dire, l'aspect de certaines entreprises, probablement que au point où nous en sommes, comme Tencent par exemple, au point où nous en sommes, ces cours incorporent, on va dire, la mainmise qui a été appliquée sur les business models et que quelque part, on peut juger que c'est une mise en ordre raisonnable et que on devrait effectivement peut-être se dire, ce sont des titres intéressants qu'il faut commencer à regarder. Alors, en trame de fond, reste évidemment l'instabilité potentielle du modèle chinois. Et là, c'est vrai que ça fait 25 ans que vous avez toute une série de, on va dire, de financiers, d'économistes qui tirent parfois la sonnette d'alarme en disant la part de l'investissement en Chine et la part de l'immobilier dans l'investissement est tellement élevée qu'à un moment donné ou un autre, il peut y avoir ce qu'on appelle un hard landing, donc un atterrissage forcé de l'économie chinoise. Euh, je pense que justement, c'est ce qu'on essaie aujourd'hui d'éviter en Chine avec ces trois lignes rouges, hein. On essaye de gérer, entre guillemets, le dégonflement de la bulle immobilière à temps. Et la question maintenant, c'est finalement, est-ce que les Chinois vont à nouveau réussir ce dégonflement qui, les fois précédentes, a toujours été bien orchestré, mais qui cette fois-ci s'avérerait peut-être encore plus difficile que d'habitude, hein. Et donc, voilà, on est en plus dans cet environnement d'après Covid où on a une plus grande difficulté à lire l'environnement mondial généralisé. Et on peut espérer en tout cas qu'avec le bilan chinois, entre guillemets, avec la capacité financière qu'ils ont, ils peuvent y arriver. Mais il est clair qu'ici, on est aux aguets, disons, hein. On est en train de regarder jour après jour ce qui se passe avec Evergrande et avec les impacts potentiels sur d'autres groupes. Oui, oui. Je rebondis sur le cas de la Chine et d'Evergrande. Je pense que mais il y a une partie de la question qui est suite une conséquence possible. La question est donc, à partir du moment donné où on aurait des conséquences sur la consommation intérieure chinoise, malgré les perspectives qui restent et demeurent Oui. élevées en Chine, quelles conséquences pour les valeurs européennes et américaines? Écoute, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, là, on parle des effets secondaires, hein. Donc, voilà, on n'en est plus à la résolution de la crise, entre guillemets, à la racine. On parle des effets potentiels dérivés, hein, ce qu'on appelle aussi les effets systémiques, quelque part, hein. Et donc, il est clair que dans un scénario catastrophe, si le consommateur chinois devait vraiment fort souffrir, parce qu'effectivement, il y a plusieurs faillites en Chine, euh, on pourrait imaginer que les groupes européens et américains qui sont présents en Chine, qui souffrent également, et donc on aurait un effet par ricochet sur les bourses mondiales et sur les bourses des pays développés. Donc certainement, c'est un risque qu'il faut surveiller. Alors de nouveau, est-ce que c'est véritablement aujourd'hui l'intérêt des Chinois de laisser faire, on va dire, entre guillemets, une restructuration dure, ou est-ce qu'ils vont essayer d'orchestrer un savant mélange, on va dire, de soutien aux consommateurs, en même temps, effectivement, qui freine l'investissement. Voilà, donc ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas la réponse, personne n'a la réponse. L'histoire des 20 dernières années montre que les Chinois, en général, ont été très efficaces. Mais évidemment, cette fois-ci, on est dans une situation aussi où vous avez Xi Jinping, qui est un leader qui agit, on va dire, pour le très long terme. Et donc, quelqu'un qui agit pour le très long terme est aussi quelqu'un qui est peut-être susceptible d'accepter, entre guillemets, une douleur à court terme. Voilà, ce sont des économies, ce sont des cultures qui sont peut-être susceptibles d'accepter ce genre de compromis, si vous voulez. Alors, voilà, donc c'est difficile quelque part de se mettre à la place des Chinois aujourd'hui avec notre culture d'occidentaux. Question dans la salle? Oui, donc la question porte sur l'endettement des États et effectivement sur voilà, les scénarios probables. Donc, comme je disais, le scénario central, il a consisté à faire du coûte que coûte, hein. Donc, voilà, on a vraiment laissé partir les déficits et on a laissé partir les dettes publiques. Et l'idée, c'était que on allait pouvoir rétrécir ensuite le poids de cette dette, notamment grâce au taux d'intérêt bas. Et alors ici, par
un savant mélange qu'on appelle la répression financière, donc qui consiste à un peu d'inflation qui démarre et des taux d'intérêt finalement qui sont moins élevés que l'inflation et donc qui restent négatifs. Et donc quand on arrive à faire les deux en même temps, on a un environnement qui s'est passé une fois à notre connaissance dans l'histoire occidentale, c'était avant justement la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont réussi une période similaire où ils ont maintenu les taux d'intérêt très bas à court terme, à long terme. Mais il y avait un financement évidemment direct du gouvernement américain par le Trésor, hein, comme entre guillemets la création de la Banque d'Angleterre ou la création de la Banque de France. Hein. C'était la même chose. Et donc à l'époque, ça a très bien fonctionné et l'endettement public américain a diminué en quelques années, en une dizaine d'années. Alors, voilà, c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est essayer du coup de faire diminuer le poids de l'endettement public. Ça reste évident quelque chose de complexe et personne ne sait vraiment, si vous voulez, où est le niveau qui peut notamment déclencher une crise hein, de l'endettement public. Hein. Voilà. Au Japon, on sait qu'on est à 200% et qu'il n'y a aucun problème. Euh, on sait aussi qu'en Grèce, quand on s'est retrouvé à 140%, ça a été dramatique. Hein. Donc, clairement, c'est un élément qui est essentiel pour les années à venir. Réussir cette répression financière, cette canalisation de l'épargne vers les obligations des États et cet allègement des dettes publiques avec un peu d'inflation et des taux d'intérêt bas. Oui. Effectivement, la question n'est pas de savoir si les taux vont monter. C'est plus que probable. La question, c'est plutôt quand et à quel niveau. Et de manière concrète, ce relèvement des taux d'intérêt va-t-il signifier systématiquement une chute des marchés? Et si oui, faut-il l'anticiper? De nouveau, c'est une excellente question, Marc. Donc, ça a commencé, en fait. Hein. Donc, il faut savoir que cette semaine et depuis 10 jours, on a eu, je crois, 5 banques centrales dans le monde qui ont relevé les taux. Donc, le processus, on va dire, de normalisation de la situation en matière de taux d'intérêt, il commence. Les banques centrales se disent, bon sang, je vois les mêmes données que ce que je vous ai montré hein, en matière d'inflation, je vois les mêmes goulots d'étranglement, je vois finalement les mêmes perspectives économiques qui sont plutôt bonnes. Donc, je ne peux quand même pas laisser mes taux en négatif. Ça susciterait peut-être des bulles financières, ça susciterait peut-être une prise de risque excessive. Donc, le processus commence, on a des hausses des taux directeurs qui sont en cours, et même aux États-Unis, les toutes dernières minutes de la fête montrent qu'ils commencent un petit peu à se disputer et que cette fois-ci, les partisans de diminuer les actions finalement de la Réserve fédérale sur le marché obligataire américain, eh bien, ces partisans-là sont en train de prendre le dessus et donc très probablement qu'on va assister au fameux tapering, hein, donc on va tout doucement réduire les interventions sur le marché obligataire. Euh, alors, ce processus, effectivement, c'est la clé. Est-ce que on est capable de communiquer, on va dire, les actions sur le plan monétaire d'une façon qui soit assez souple et didactique que pour que les marchés financiers se disent exactement un petit peu comme je viens de le faire, eh bien finalement, euh, on va un petit peu monter les taux, mais ne vous inquiétez pas parce que de toute façon, l'inflation est plus haute, il y a de la croissance et finalement, les taux d'intérêt réels sont négatifs. Et donc, marché financier, restez serein, les choses s'arrangeront à long terme. Vous ne devez pas vous en faire parce qu'il y a un petit peu de compétition en matière de taux d'intérêt qui réapparaît. Donc ça, c'est véritablement le job que doivent faire aujourd'hui les banquiers centraux, c'est d'essayer d'envoyer ces signaux. Hein. Et les marchés financiers, évidemment, devront rester quand même un petit peu surveillés, canalisés pour empêcher des débordements. Donc, par exemple, il n'est pas non plus question qu'en une fois, la Banque centrale européenne n'achète plus d'obligations sur le marché. Hein. Donc, vous savez que la Banque centrale européenne, tous les mois, elle achète des obligations italiennes, elle achète des obligations de société, elle achète des obligations espagnoles. Donc, il est certain qu'ils ne peuvent pas arrêter du jour au lendemain. Par contre, peut-être qu'ils peuvent tout doucement phaser un petit peu les réinvestissements, un tout petit peu diminuer les actions. Et donc, s'ils font ça de façon bien orchestrée, les marchés financiers probablement pourraient bien le prendre. Suite au Brexit, oui, oui. Oui, ça, je dois vous avouer que c'est une question à laquelle j'ai du mal à répondre. Voilà,
l'état aujourd'hui des banques au Royaume-Uni et les relations avec les banques sur le continent suite au Brexit, oui, c'est un dossier que je ne maîtrise pas suffisamment. C'est un dossier en fait qui est extrêmement technique aujourd'hui, hein. Donc voilà, plutôt que dire des bêtises, là, je préfère passer. Je ne sais pas ce que vous attendiez exactement, sur quelle matière? Alors, ce qui est certain, c'est que le Royaume-Uni, pour le moment, est quand même confronté à une situation qui est probablement pas celle qui était souhaitée, hein. C'est-à-dire qu'il y a, il y a un problème d'approvisionnement dans toute une série de biens essentiels, comme vous avez vu, hein, et des goulots d'étranglement, mais encore deux fois plus pour les Anglais. Les Anglais ont véritablement érigé en plus des barrières à leurs frontières. Et donc, c'est clair que si nous, on a des problèmes pour avoir des semi-conducteurs ou certains produits de base, en Angleterre, là, vous avez carrément des supermarchés où vous avez des rayons vides, hein. Donc, il y a une vraie difficulté d'approvisionnement. Et ben, le secteur financier est aussi un de ces secteurs où probablement vous avez quand même certaines contraintes qui ont été appliquées sur les rouages de la City, hein, les rouages finalement du bon fonctionnement des banques. Et donc là aussi, on a eu une forme d'inefficience. Euh, Ça résulte pour le moment dans des prix qui montent plus vite que le reste. En tout cas, ça, c'est quelque chose clairement que je peux vous dire, c'est que le Royaume-Uni est confronté probablement en premier à un problème d'inflation plus important. Et c'est d'ailleurs aussi une des banques centrales qui est quelque part obligée de monter les taux maintenant, hein. Oui, oui. C'est vraiment une excellente question parce qu'en fait, oui, donc, voilà, je répète la question. C'est la concentration quelque part de valeur ajoutée et de pouvoir dans les GAFA, hein, ces grands groupes américains de médias sociaux et technologiques. Et c'est dans quelle mesure, effectivement, il y a des menaces à l'horizon pour ces groupes. Euh, donc, il est clair qu'il y a eu un effet, on va dire, pas d'abolition, mais en tout cas de restriction de concurrence qui a été notable, hein. Donc les GAFA, quelque part, ont pris un pouvoir considérable sur l'économie. Et donc, en bourse, ça a donné en tout cas des performances superbes. Ça leur a donné aussi les moyens parfois de racheter des concurrents, hein. Donc, et quelque part parfois de tuer l'innovation aussi, hein. Donc il y a des GAFA qui ont racheté des sociétés technologiques très innovantes puisqu'ils avaient les moyens de mettre 50 millions de dollars sur la table et de les intégrer. Mais du coup, c'était un concurrent en moins qui apparaissait. Donc il y a quelque part effectivement quelque chose là qui tient de l'oligopole, hein, et qu'il faut surveiller. Alors, le problème, et là justement, je vais reprendre l'exemple chinois, quand vous faites ça en Chine, vous êtes remarqué très vite, hein. Quand vous êtes Alibaba ou quand vous êtes Tencent et que vous avez trop de pouvoir, ben, en une fois, vous avez le parti à votre dos, hein, qui essaye de vous contenir. Et nous sommes évidemment dans des économies voilà, capitalistes, et alors on laisse les choses un peu se faire. C'est une très bonne question que vous posez là, c'est quand est-ce qu'il faut intervenir, quand est-ce qu'il faut à un moment donné mettre quelques freins, disons, à ces sociétés, et puis en même temps, ben, on ne va pas les démanteler non plus du jour au lendemain comme on a fait avec les baby bells, avec les sociétés télécom américaines. Mais c'est clair qu'un jour ou l'autre, il est probable que la préoccupation antitrust va se poser, hein. Voilà, ça s'est posé avec AT&T, ça s'est posé avec les sociétés de pétrole. Donc on ne peut pas imaginer qu'une société à un moment donné fasse 5 000 milliards de dollars et qu'elle soit plus puissante que 10 États réunis. Donc il y aura à un moment donné certainement une réaction du politique. Voilà. Mais il faut évidemment bien la doser, hein, parce que agir comme ça sur le business model d'une société, c'est lourd de conséquences pour l'image, si vous voulez, qu'on renvoie du pays au marché financier, hein. On doit quand même, dans une certaine mesure, laisser faire un peu le fonctionnement des entreprises. Donc, il faut vraiment essayer voilà, d'agir, on va dire, de façon bien coordonnée et bien mesurée. Oui. Oui, donc vous parlez des taxes que Macron voulait imposer effectivement sur certaines sociétés, Bruno Le Maire, en France. Ben, voilà, effectivement, c'est une façon qu'eux entrevoient pour
rétablir une forme d'inéquité fiscale. Hein. Alors, c'est toujours très difficile de la mesurer, cette inéquité fiscale. Bon, mais il est certain qu'une entreprise qui, entre guillemets, est virtuelle et décentralisée, aujourd'hui, peut peut-être payer moins d'impôts qu'une entreprise qui est, entre guillemets, très terre à terre, située en France. Donc, voilà, c'est la façon qu'eux ont entrevu d'essayer de rectifier un peu l'équilibre. Donc, de nouveau, il faut faire extrêmement attention à ce qu'on fait quand on commence, voilà, on va dire, à introduire des barrières finalement sur, on va dire, des services essentiels. Ça peut aussi avoir un effet sur l'inflation, par exemple, à un moment donné d'appliquer des taxes. Mais il est clair qu'il y a en tout cas une vraie question qui se pose d'équité fiscale. Il y a aussi tous les régimes, on va dire de propriété intellectuelle. Hein. Voilà, vous pouvez vous baser encore dans différents pays en Europe et éviter, on va dire, de payer des taxes parce que finalement, vous déménagez votre propriété intellectuelle dans ce pays-là. Donc, c'est des questions qui sont très vastes et qui doivent être vues comme un ensemble. Cette question habituelle, chaque fois qu'on joue, quelle est donc notre vision, puisqu'on était de l'autre Atlantique, quelle est notre vision sur l'évolution court et moyen dollar? Eh bien, le dollar. C'est rare qu'on ne me pose pas de questions sur le dollar. Donc, le dollar est une devise qui est très intéressante parce qu'elle va toujours là où on ne l'attend pas. Donc, je vais vous dire quelque chose et puis vous faites le contraire. Non, non, les devises sont extrêmement complexes parce que, entre guillemets, elles vont toujours là où vous avez le moins de résistance. Donc, dans les marchés financiers, une règle, c'est quand tout le monde est dans un sens, vous devez faire l'inverse. Aujourd'hui, on est dans une situation qui n'est certainement pas une situation d'excès. Hein. Donc, concrètement, quand Biden a été élu, par exemple, tout le monde l'a pointé du doigt en disant, ben voilà, ce sera l'homme des déficits, ce sera l'homme de l'inflation, l'homme de la relance. L'homme aussi de la redistribution, et donc le dollar va être faible. Et puis le dollar, finalement, il se porte très très bien. Donc clairement, il y a toute une série d'autres facteurs qui jouent. Ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau parité de pouvoir d'achat, le dollar serait trop cher. Donc si on compare des paniers de biens de part et d'autre de l'Atlantique, le dollar est trop cher. Donc, ce que je vous dis là, évidemment, ça valait déjà il y a 5 ans. Donc, ça n'a finalement pas eu beaucoup d'impact sur le raisonnement. Autre chose qu'il faut regarder, c'est les taux d'intérêt. Et là, par contre, les taux d'intérêt américains devraient monter avant les taux d'intérêt européens. Donc, vous avez le différentiel qu'il faut surveiller. Donc, si les taux sont plus aux États-Unis, les gens veulent placer aux États-Unis. Donc, clairement, là, on a un attrait du dollar qui remonte à court terme. Et puis alors, vous avez encore un autre effet, et ça, c'est pour ça que nous gardons quand même du dollar dans les portefeuilles. Le dollar, c'est la devise de référence du monde. Hein. Le dollar, c'est la devise voilà, de la plus grande puissance économique, et c'est la devise que tous les pays acceptent en échange, effectivement, de leurs exportations. Et donc, très clairement, il faut se rappeler que en cas d'instabilité géopolitique, en cas d'instabilité financière, eh bien, le dollar, c'est en général une devise qui s'apprécie. Donc, c'est véritablement intéressant parfois d'en avoir dans des portefeuilles par rapport à des placements boursiers, parce que quelque part, vous avez une forme d'assurance qui vous aidera un petit peu quand les bourses baisseront. Voilà. Mais donc, concrètement, le dollar serait trop cher en théorie, mais pour des raisons de gestion de portefeuille et aussi pour des raisons de taux d'intérêt qui sont en train de monter plus vite aux États-Unis probablement, on serait plutôt finalement partisan de garder des dollars pour les prochains mois. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc on peut, je vais prendre peut-être le casque. On peut clôturer ici. Donc merci à tous pour votre écoute. Et on se donne rendez-vous, donc on reprend le rythme normal du 3e vendredi du mois, le 15 octobre, et ce sera en présence de Pierre Roseau. Voilà, il me reste à vous souhaiter un excellent week-end. Et pour ceux qui sont là, tant pis pour les autres, je vous invite à prendre un café et un petit gâteau. Voilà, au revoir.